Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question aujourd'hui de photographie et d'engagement avec l'exposition French Doctor qui se dévoile actuellement à la galerie de l'Arsenal à Metz. Metz où nous allons retrouver Étienne Martin qui va nous présenter la grande synagogue. Nous pousserons ensuite les portes d'une toute nouvelle librairie, La Pensée Sauvage, où les livres fleurissent pour nous inviter à rêver et à réfléchir. Au programme également de la musique avec le nouveau clip de Lucas Abdul, de l'art avec une œuvre à décrypter en 2 minutes. Mais tout de suite, nous allons retrouver le grand Lambert Wilson. Rappelez-vous, il était de passage à Metz, justement là, à l'Arsenal, à l'occasion du lancement de saison, où il participait à une grande soirée autour de la thématique Un Américain à Paris. Et justement, nous en avons profité pour nous aussi lui réserver un questionnaire allant dans ce sens. Vous allez le découvrir tout de suite en ouvrant la boîte à malice. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Je vous propose un questionnaire spécial Un Américain à Paris. Première question, quel est le film américain dont vous auriez aimé endosser le premier rôle? Peut-être. Je pense que j'aurais aimé jouer un des rôles qu'a interprété Robert Redford, parce que c'était pour moi un acteur, ça l'est toujours, il est plus âgé maintenant. Donc à Out of Africa par exemple? Non, j'aurais aimé dans sa carrière avant, peut-être... L'arnaque? Oui, L'arnaque, avec un partenaire comme Paul Newman, ou alors quand il avait fait ce film sublime, souvenez-vous, qui s'appelait Jeremiah Johnson, où il était tout seul, comme ça, dans les... bon, un rôle qu'a pu jouer Robert Redford. Ouais. Ouais. Je vous offre de passer une nuit américaine avec la personnalité de votre choix, vivante ou décédée, avec qui Donc vous voulez passer. avec un ou une américaine. Oui. Ah, ça va être un compositeur. Ah, avec Leonard Bernstein. Oui. Ah oui, je l'adore. J'aurais tellement aimé le rencontrer, tellement aimé travailler avec lui. Je suis fasciné par ce personnage, tellement plein de vie, tellement créatif, tellement complexe, tellement contradictoire, plus grand que nature, vital. Coup de foudre pour Léonard. J'ai assisté à un de ses concerts, Ouais. je crois un de ses 2 derniers concerts à Paris. J'étais au premier rang derrière lui et j'ai eu juste comme ça une fulgurance d'une seconde où on s'est vu comme ça et je me suis dit, bah voilà, au moins j'ai échangé un regard avec Ouais. Leonard Bernstein dans ma vie. Oui. Puisqu'on parle musique, quelle serait la plus belle musique, la plus belle chanson pour séduire un Américain ou une Américaine? Je vais vous parler d'un compositeur qui est peu connu en France, mais que j'ai chanté 2 fois, ses comédies musicales. C'est Stephen Sondheim. Sondheim a fait des très très bonnes... Il est toujours vivant. C'est le grand compositeur américain de comédie musicale, intéressant, très marqué par les compositeurs français d'ailleurs. C'est lui qui avait fait par exemple les lyrics de West Side Story. Il avait collaboré avec Bernstein. On ne peut pas s'en échapper trop longtemps. Et donc finalement, peut-être que je rechoisirais quelque chose qui serait tiré soit de West Side Story, auquel cas Maria, ou une des chansons de Stephen Sondheim, composée par Stephen Sondheim. D'accord. Joe Dassin chante l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Et vous, quel endroit aimeriez-vous, convoiter, dans quel endroit aimeriez-vous vivre particulièrement? Quel est votre endroit de rêve? Ce qui est évident, c'est qu'à la différence de Joe Dassin, je ne veux aucun pays. Je ne veux avoir aucun pays. Je n'aime pas la notion des nations. Moi, je suis pour l'universalité de l'humanité. Je me méfie des drapeaux, des concepts nationalistes. Tout ça me fait peur. C'est comme les religions. Je suis pour le mélange de tout le monde. Mais je suis de culture méditerranéenne.
mélange étrange, puisque ma famille, du côté de mon père, vient d'Irlande. Alors peut-être qu'effectivement, j'aspire à quelque chose qui ressemblerait à une vie sur une île grecque, par exemple. Oui. Ça, oui. D'accord. Il y a le rêve américain, puis il y a le rêve tout court. Le vôtre, ce serait lequel? Quels sont vos rêves aujourd'hui? Mon rêve, ce serait de chanter. C'est-à-dire, peut-être éventuellement même effectuer un virage dans ma carrière et utiliser ce qui me reste de bon état vocal, de bonne santé vocale pour profiter de mes années qui me restent à faire plus de musique. Peut-être que je l'ai compris un petit peu trop tard. J'ai beaucoup fait de musique. Mais là, ça devient nécessaire d'une autre façon. Je m'intéresse beaucoup moins à mon métier d'acteur, curieusement. En revanche, j'aimerais bien, s'il y a une chose qui me reste à faire que je n'ai pas faite et qui est importante pour moi, ce serait de mettre en scène un film. Alors, j'aurais une maturation très lente, peut-être que je n'aurai qu'un film dans ma vie en tant que réalisateur, mais je pense que ça doit être une satisfaction profonde et aussi une trace qu'on laisse. Quand on est chanteur, acteur, danseur, on est interprète. Et même les plus grands virtuoses, les plus grands musiciens ne sont que des interprètes. Quand on prendre la place du créateur. Il faut initier quelque chose. Je l'ai fait un peu comme producteur, c'est que j'ai initié des projets que j'ai produits. C'est bien, personne n'a eu l'idée avant vous, vous laissez cette trace-là. Mais cette trace-là, elle va s'évaporer aussi assez rapidement. Quand on crée un film de A à Z, c'est quand même comme écrire un livre. Écoutez, je vous le souhaite, vivement. Je reçois ce souhait très sérieusement. Dernière question, elle recoupe peut-être un peu la précédente. Alain Resnais réalise Mon oncle d'Amérique comme une métaphore de ce que nous attendons de la vie. Et vous, quelle est votre recette pour vous la faire belle, cette vie? Chanter. Chanter, c'est le résultat d'une philosophie, je pense. Je pense qu'il est important de considérer sa place dans l'univers et de vivre le présent. Et le résultat de cette philosophie, c'est qu'on est dans la joie et donc on chante. Et donc, je pense qu'il faut prendre de la distance, et je le fais, et j'essaie de le faire le maximum dans mes possibilités, de m'éloigner des petites ambitions humaines qui sont assez pathétiques et de voir une image plus large. Qu'est-ce qu'on fait sur la planète? Pourquoi est-ce qu'on est là? Quel est le sens de nos vies? Et donc, ma réflexion m'a amené à m'éloigner des petites ambitions et de... Voilà. Pour moi, la solution vient de l'étude de la nature. Mais l'étude profonde de la nature. J'adore la botanique, par exemple. Je regarde les plantes. La capacité à s'émerveiller des choses très simples aussi. Par exemple, une plante qui pousse. Moi, je fais du jardinage. Je trouve que c'est un miracle, la photosynthèse et le fait qu'une plante pousse. Il faut recommencer à étudier simplement ces choses-là. Et on est un animal un peu évolué, mais on n'est pas plus qu'un animal dans ce grand organisme qu'est la vie sur Terre. Il faut prendre cette distance et observer. La réponse est dans la nature. Eh bien, merci beaucoup. C'est un peu prétentieux de dire ça, ça fait grand philosophe qui veut réfléchir. Mais ça me donne de la joie. C'est la nature qui me donne de la joie, c'est pas l'humain. Ben merci, on restera sur cette note. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, une invitation à vous rendre au Centre Pompidou-Metz, non seulement pour y découvrir la magnifique exposition Un atelier à ciel ouvert consacré à l'artiste Yves Klein, mais également pour y vivre une expérience
unique. En effet, du mercredi au dimanche, un artiste lyrique va choisir un spectateur au hasard pour lui interpréter un lied de Schubert. Une expérience intime, émouvante, rien que pour vous. Regardez ce que cela donne avec ces images tournées au Centre Pompidou Paris, cette fois il y a quelques temps. Une performance proposée par l'artiste d'origine taïwanaise Lee Ming-Wen qui se considère comme un créateur d'offrandes. Alors si vous aussi vous souhaitez vivre cette expérience unique, rendez-vous au Centre Pompidou-Metz du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Autre exposition à ne surtout pas manquer, elle se dévoile là, juste derrière moi, à la galerie de l'Arsenal de Metz. Son nom, French Doctors. Elle est consacrée aux clichés du photographe humanitaire et engagé José Nicolas qui souhaite faire la guerre à l'oubli, à l'indifférence des populations meurtries. Gaël Thys a voulu en savoir plus. Faire la guerre à l'indifférence, au silence et à l'oubli, telles sont les raisons qui ont poussé José Nicolas, alors engagé dans l'armée, à se saisir de son appareil photo. Au Liban, au Kurdistan, en Afghanistan ou en mer de Chine, le photographe de guerre suit les médecins humanitaires. C'était dans les années 80, mais ses souvenirs sont intacts. C'était très particulier parce que ces camps, ils n'étaient pas loin de la frontière iranienne. Donc souvent, il y avait des incursions des gardiens de la Révolution. Et là, il y avait plusieurs ONG. Il y avait l'Aide médicale internationale, Médecins du Monde, MSF. Donc les gens étaient quand même assez exposés. Bernard Kouchner devient son ami et compagnon de route. Ensemble, ils sont venus inaugurer la série photographique French Doctors, dont quelques clichés happent déjà le voyageur en gare de Metz. Des grands formats sélectionnés par un autre militant de la paix, Alain Mingam est lui aussi grand reporter et aujourd'hui commissaire de l'exposition. Et dans cette exposition, j'ai voulu revenir sur le souci qu'ont eu les médecins à un moment donné de dire on arrête de se taire, de soigner simplement. On fait quelque chose pour demander un droit d'ingérence, c'est-à-dire de ne pas laisser les gens mourir dans l'horreur de la barbarie vécue. Un droit d'ingérence défendu dans les années 80 par Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins du Monde. L'ex-ministre de la Santé et des Affaires étrangères regrette aujourd'hui une banalisation des images et un déficit criant d'indignation. C'est plus possible maintenant. Personne n'est ému par les atteintes aux droits de l'homme. Il y en a tellement que... Vous voyez, ces bateaux, en ce moment, il y a des bateaux qui sombrent en Méditerranée et personne ne fait rien. Enfin, il y a un bateau, l'Aquarius, bon. Et nous, on a l'impression qu'ils nous assiègent. Mais non, ils fuient des assassins et ils viennent dans un pays qu'on croit être le pays de la liberté et des droits de l'homme. Il faudrait qu'on les accueille plus. Nous sommes 67 millions. Ça va, on peut en prendre un peu. Une exposition inédite et émouvante à découvrir dans la galerie de l'Arsenal de Metz jusqu'au 15 novembre. Voilà, il vous reste donc encore un peu de temps pour en profiter. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur le site de la Cité musicale pour connaître l'ensemble de sa programmation. De l'art à l'histoire, il n'y a qu'un pas, on vient de le voir, et ça me donne l'occasion, et ça me donne surtout envie de retrouver tout de suite mon historien chouchou, Étienne Martin, qui aujourd'hui a décidé de s'intéresser à la grande synagogue de Metz. Aujourd'hui, je suis devant la grande synagogue de Metz. Ce bâtiment témoigne à la fois de l'histoire de la communauté juive et de l'histoire de l'architecture religieuse à Metz. C'est la troisième synagogue qui existe à Metz. La première, on en a peu de traces, elle a été construite au tout début des années 1600, l'une des plus anciennes. La deuxième synagogue est reconstruite en 1716. Alors pourquoi finalement faire une troisième synagogue au milieu du 19e siècle ? Le bâtiment derrière moi a été inauguré en 1850. Eh bien tout simplement parce qu'il y a deux grands problèmes qu'il faut régler
au milieu du 19e siècle. Premier problème, la synagogue de 1716, le bâtiment numéro 2, est devenu vétuste, il nécessite d'importants travaux. Et puis surtout, la population de la communauté juive a terriblement augmenté et dans les années 1840, on compte 2400 personnes. Et la synagogue numéro 2 de 1716 ne suffit plus pour accueillir l'ensemble des fidèles, à la fois hommes et femmes. Et donc, on fait reconstruire ce bâtiment, on s'adresse à un architecte qui s'appelle Nicolas Maurice de Robe et qui construit un bâtiment assez vaste. Vous voyez, la façade ne laisse pas imaginer l'ampleur du bâtiment, mais derrière moi, c'est 800 mètres carrés. C'est un bâtiment qui fait 20 mètres de large par 40 mètres de profondeur. Donc vous voyez, une immense nef, puisque l'intérieur se compose d'une immense nef avec au rez-de-chaussée des bancs pour les hommes, et puis au premier étage, une grande tribune en U qui, elle, est réservée aux femmes. Donc vous voyez, immense bâtiment, une façade, elle, très sobre, à 5 travées, 5 arcades, et qui adopte un langage néo-roman, vous le voyez, avec ses arcades en plein cintre, avec ses chapiteaux décorés, ses frises, ce langage néo-roman, qui est un langage d'ailleurs qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres constructions religieuses de l'époque. C'est un peu finalement le style à la mode. L'édifice est inauguré en 1850, et puis il va être enrichi tout au long du 19e siècle, témoignage d'ailleurs d'une communauté qui s'enrichit et qui augmente, notamment, vous voyez par exemple, en ajoutant des orgues à la toute fin du 19e siècle, en 1897. Les heures les plus sombres que le bâtiment connaisse, eh bien, c'est durant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous en doutez, puisque à ce moment-là, l'occupation allemande, l'occupation nazie, la seconde annexion de la Moselle, se traduit par des exactions envers la communauté juive. Le culte public est suspendu, il est interdit, et la synagogue, eh bien, elle est profanée, elle est abîmée. Mais elle a une chance, si l'on pourrait dire, dans ce malheur, c'est que contrairement à celle de Strasbourg ou de Thionville, elle n'est pas détruite, elle n'est pas rasée. Et finalement, dès la libération de Metz, en novembre 1944, eh bien, immédiatement, le grand rabbin Netter décide de réouvrir la synagogue au culte et de réinviter la population à investir finalement ces 4 murs presque ouverts au vent. Vous voyez, c'est une synagogue meurtrie, mais que la population tout de suite vient réinvestir pour montrer qu'elle n'a pas été complètement anéantie par les nazis et que la communauté juive est toujours présente. Aujourd'hui encore, cette synagogue est le principal lieu de culte de la communauté juive à Metz, et donc elle témoigne, vous voyez, de cette longue histoire des Juifs en Lorraine. Merci beaucoup Étienne et à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors par ce temps gris, frisquet, pluvieux, on resterait bien à la maison dans son canapé vautré avec un bon livre et une bonne tasse de chocolat. Mais vous vous dites, je n'ai rien à lire en ce moment. Eh bien pas de panique, une toute nouvelle librairie indépendante vient de voir le jour du côté de Metz. On la doit à Xavier Vacogne qui officiait précédemment en tant que libraire à la librairie Momie. Aujourd'hui il ouvre La Pensée Sauvage, un lieu où il va nous parler de littérature, de sciences humaines, de poésie, de littérature jeunesse. Mais pourquoi ce nom, La Pensée Sauvage? Eh bien, avec Gaël Thies, on lui a posé la question. Dans Pensée Sauvage, il y a à la fois le côté botanique, mais il y a en même temps la pensée. Donc quelque chose qui remet en question, qui questionne, qui interroge, voilà. Donc c'est le fait de faire un pas de côté et de... Voilà, j'avais envie de faire une librairie aussi qui parle beaucoup de choses alternatives, de remise en question, voilà. Donc La Pensée Sauvage s'est imposée comme ça. Et j'ai découvert après coup qu'en fait c'était le titre d'un livre de Claude Lévi-Strauss, et dont le contenu me correspondait tout à fait. Nous vous avons réservé un questionnaire Pensée Sauvage. Tout d'abord, quel est le livre le plus sauvage à vos yeux? C'est peut-être ça. Alors c'est un auteur qui est du coin, qui s'appelle Loïc Demey, qui a écrit un texte qui s'appelle « Jeu d'un accident ou d'amour ». Et c'est de la poésie, c'est une histoire d'amour. Et il s'est lancé le défi de n'utiliser aucun verbe, ce qui donne une densité poétique assez impressionnante à ce texte. Et c'est un livre très sauvage pour moi, parce qu'il est en rupture, parce qu'il évoque plein d'émotions et parce qu'il est sauvage à sa façon. Voilà. Quel est le livre idéal pour ne plus avoir à penser? Alors le livre idéal pour ne plus avoir à penser, c'est peut-être la Fractale des raviolis de Pierre Refast, qui est un livre en fait sur l'art de la digression. Mais Pierre Refast est très malin, c'est-à-dire qu'il vous emmène dans une histoire à bracadabrante, mais où vous enchaînez les digressions de sujets, etc. Mais à la fin, comme un chat, il retombe avec grâce sur ses pattes et vous retrouvez le fil de l'histoire. Et c'est assez génial. Enfin, les pensées sauvages de votre librairie se cueillent comme des fleurs. Alors, quelle serait la pensée sauvage parfaite à offrir à l'être aimé? C'est un livre où on s'abandonne, où on se laisse porter, où
on aime se laisser guider, et en même temps qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une recherche. Alors j'ai pensé à la femme au carnet rouge parce que ça parle d'une librairie, ça parle d'un libraire. Ça parle d'une femme qui a perdu son sac à main, qui s'est fait voler son sac à main. Et c'est un libraire qui retrouve ce sac à main et dedans il y a un carnet avec ses pensées. Et en fait, le libraire va se plonger dedans et il va essayer d'enquêter sur cette femme pour essayer de la retrouver. Et donc c'est une espèce d'enquête comme ça, un peu hors norme. Et ça parle de librairie et voilà. Pour vous procurer ces pépites recommandées par Xavier, il vous suffit de pousser la porte de la librairie La Pensée Sauvage. Elle se situe 23 avenue de Nancy du côté de Metz. Et bien évidemment, vous pouvez suivre la librairie et son actualité sur les réseaux sociaux. On a l'habitude dans la boîte à malice également de décrypter des œuvres d'art et cela en 2 minutes. Aujourd'hui, on va encore se rendre du côté du Frac Lorraine pour poursuivre notre visite de l'exposition de Céline Condorelli. Nous sommes au 49 Nord 6 Est Frac Lorraine, au rez-de-chaussée de l'exposition de Céline Condorelli intitulée 2 ans de vacances. Céline Condorelli a imaginé cette exposition en articulant temps de travail et temps de loisirs et en présentant des œuvres d'artistes des collections des 3 Fracs du Grand Est. Donc derrière moi, il y a une œuvre d'Amalia Pica, qui est une très bonne amie de Céline Condorelli et qui vient de la collection du Frac Champagne-Ardenne. Alors qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Ce sont des posters que chacun peut emporter avec lui. L'artiste elle-même, ces images-là, elle les a obtenues de personnes qui les lui ont envoyées et qui, mises bout à bout, recomposent un arc-en-ciel. Alors évidemment, on ne verra jamais d'arc-en-ciel aussi rond que ça, mais ça, c'est pas ce qui compte en fait. Dans l'art, c'est pas le vrai, on ne cherche pas toujours à faire exactement ce qu'on a vu. Donc chacun peut prendre une ou plusieurs affiches et reconstruire cet arc-en-ciel chez soi, tout simplement. C'est une œuvre qui voyage, qui circule, qui est composée de photos prises un peu partout dans le monde, qui ont été ensuite envoyées à l'artiste, qu'elle a rassemblées et qu'elle redistribue, un peu comme des cartes postales qui sont envoyées aux 4 coins du monde pendant les vacances. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 janvier du côté du Frac Lorraine. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, mais comme toujours, on va se quitter en musique en faisant connaissance avec Lucas Abdul qui vient de sortir un nouveau single, Les mots bleus. Vous vous dites, Lucas Abdul, ce nom me dit quelque chose. Eh bien, je suis allée à sa rencontre pour en savoir plus et pour savoir où en étaient ses projets. Regardez cela et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. De Lucas Abdul, on se souvient de cette performance. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. C'était en 2016, dans The Voice. Émus, Zazie et Florent Pagny se retournaient sur ce jeune homme qui avait su s'approprier les mots bleus de Christophe. 4 ans plus tard, Lucas Abdul s'est trouvé. Il a appris à composer, à écrire, à devenir l'homme et surtout l'artiste qu'il rêvait d'être. Je suis un profond gentil, j'ai pas le rôle du bad boy, c'est vraiment pas mon truc, je sais quand même mettre des limites, mais je suis un humaniste, j'ai envie de... J'ai traversé quelques trucs dans ma vie, je pense comme beaucoup, mais j'ai eu la chance d'avoir la musique pour me guider, pour m'aider à extérioriser, on va dire, mon mal-être ou mes démons. Et c'est ce que j'ai envie de raconter. J'ai envie de raconter qu'il n'est jamais trop tard pour se pardonner, pour pardonner aux autres, pour se dire que c'est pas très grave d'avoir mal. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette douleur, où est-ce que ça nous amène et à quel point en fait on peut, à travers un sourire, de l'indulgence, devenir quelqu'un de bienveillant. La bienveillance, l'estime de soi et l'amour, comme autant de thèmes que Lucas Abdul abordera dans un premier EP à paraître en 2021 et dont s'échappe déjà un premier single symbolique, Les mots, M-A-U-X, bleu, comme un hommage à ses débuts et à ce nouveau cycle qu'il entame. Je lui ai fait tant de mal, elle qui me disait des mots bleus, comme un con j'ai fait le mal, car j'avais peur d'être deux. Et j'ai voulu raconter une douleur, une histoire dans laquelle j'avais peut-être été maladroit et peut-être fait du mal sans le vouloir. Et je me suis dit que ça pouvait faire un beau sujet pour parler d'amour. Donc les mots bleus, voilà, ça prend tout son sens et ça me correspond, ça me défend bien et ça rend hommage à qui j'étais, à Christophe qui nous a quittés et à toute cette histoire. Et pour mettre en image ces mots bleus, Lucas Abdul a fait appel à un réalisateur de renom dans le Grand Est, Azzedine Brahimi, connu pour son clip pour Gims ou encore sa collaboration avec Slimane et Vita,
un choix évident. On a vraiment eu beaucoup d'idées concomitantes. On s'est vraiment trouvé artistiquement, je dirais, sur ce projet. Et donc, il y a eu beaucoup de pluie. Je remercie aussi la Nickel School qui a dansé sous la pluie pendant toute une nuit. C'était pas gagné et je suis très fier d'être tombé malade et d'avoir eu la crève pendant 3 jours après ce tournage parce que j'ai dansé sous la pluie toute la nuit. Et voilà, c'est un clip qui va raconter une histoire, qui va toucher les gens, je pense, parce que c'est un clip assez dur dans le fond, dans l'émotion. Et j'ai hâte de pousser les gens à creuser un peu dans ce dur et à eux aussi aller chercher en eux les émotions que parfois ils ont refoulées. Le résultat est pop, urbain, teinté d'Orient, avec des derboukas et rébabs qui s'invitent à tour de bras, et force est de constater que l'auditoire est déjà conquis. Ce qu'on va découvrir, c'est le talent pur à l'état brut. Il est au bord de l'explosion, la belle explosion, c'est-à-dire le grand succès et la reconnaissance. C'est ce que je lui souhaite. Lucas, c'est sans doute un des meilleurs de sa génération. Je lui ai fait tant de mal, elle qui me disait t'es mon bleu, comme un con me fait le mal, car j'avais peur d'être heureux. Tant de mal, t'es mon bleu, car j'avais peur d'être tête. Il pleut. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.